Bonsoir à tous. Au Mali, le 23 mars dernier, près de 160 personnes ont été sauvagement tuées à Ogosagou, un petit village Peul du centre du pays. Depuis, le Mali est en ébullition. Il ne se passe pas un seul jour sans qu'une voix ne s'élève pour dénoncer l'incapacité du pouvoir malien, du pouvoir central à protéger les Maliens. La contestation a même pris un visage, celui du président du Haut Conseil islamique du Mali, Mahmoud Dicko. Question, le Mali peut-il encore retrouver la paix 6 ans après l'intervention de la France? Sommes-nous face à un fiasco? Ce sont des questions que nous posons ce soir à notre invité. Bienvenue dans l'entretien du jour. Tahirou Dembélé, bonsoir. Bonsoir, M. Parezo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes membre du NPP France. Est-ce que vous pouvez rappeler juste à nos téléspectateurs ce qu'est le NPP France? Bon, on va dire le NPP, c'était le regroupement des associations qui avaient soutenu en son temps Moribo Sidibé pour les élections présidentielles. Oui. Depuis lors, il y a une partie qui a quitté quand même Moribo Sidibé. Nous, on a toujours resté quand même à côté de Moribo Sidibé. Oui. Parce que nous pensons que c'est... Comme à la fois passée, j'ai dit que c'était l'homme d'État. Oui. Aujourd'hui, le Mali a besoin d'un homme d'État. Je pense que c'est lui. Même si c'est mon candidat, c'est pas ça. Je pense qu'il est au-delà de tout ça. Oui. Et le Mali, vraiment, les temps jouent contre le Mali. Oui. Et je pense qu'au mois de NPP, on ne s'est pas trompé du choix du candidat. C'était un choix réfléchi, mûri. Et je pense qu'on ne s'est pas trompé, en tout cas. On ne s'est pas trompé. 3 semaines environ après le drame d'Ogosagou, qu'est-ce que vous savez vraiment aujourd'hui de ce qui s'est passé? Est-ce qu'on a une idée au moins des auteurs de cet acte barbare? Non, parce que personne ne peut les identifier, on peut dire comme ça. Oui. Parce qu'au moment qu'Ogosagou, il y a eu le massacre d'Ogosagou, le chef de renseignement faisait sa boîte de nuit chez lui. Il était en fête, il était en boîte de nuit, quoi. Donc ça, c'est le directeur du service de renseignement. Donc on ne peut pas savoir qui sont les assassins d'Ogosagou. On peut accuser tout et n'importe qui. Mais à l'heure actuelle, ils ont arrêté 2 ou 3 personnes. Oui. C'est pas sûr que ce soit eux. C'est pas sûr. C'est pas sûr. Vous dites qu'il y a une vraie défaillance au niveau des services de renseignement, des services de sécurité de votre pays. Il y a une défaillance totale au niveau de la présence, de la primature. La défaillance, elle vient de là. Boubé a été là. Tout le monde dit que c'est le Premier ministre, c'est l'homme de la sécurité. Oui. Depuis qu'il est là, il y a eu combien de morts? Il y a eu plus de 4000 morts. Ogosagou, c'est le comble de la courbe, c'est le comble de tout. Vous n'exagérez pas les 4000 morts, vous exagérez quand même un peu. Non, je vais même dire, j'ai enlevé 5 ou 6, j'ai enlevé 1000, j'ai été même gentil. Mais ils sont passés où? Pourquoi on ne les a jamais entendus? On n'a jamais entendu parler des morts dont vous parlez. Oui, parce que les 1 million de manifestants, on n'a jamais parlé de ça dans leur terme. C'est ça aussi. C'est quoi les 1 million de manifestants? Les vendredis passés, il y a eu 1 million dans les rues de Bamako. Il y avait 60 000 personnes. Non, c'est ce qu'ils ont dit, il y a plus de 60 000. La place là, une rue déjà du boulevard de l'Indépendance jusqu'au monument, où il y a plus de 100 000 personnes. C'est impossible. En fait, dans le pays, en ce moment, vous vous livrez des guerres de chiffres, c'est ça? Oui, bon, on va même dépasser les guerres de chiffres. On va dire la réalité est là. Oui. Le peuple malien est sorti le vendredi passé. Oui. C'est incontestable. C'est incontestable. Bon, on ne peut pas dire tout ce monde-là qui avait 60 000. 60 000, c'est le stade. C'est le stade du 26 mars. Oui. Ils l'ont rempli 10 000 fois avant. Il y a quelque chose qui nous intrigue, nous, dans les médias internationaux, c'est que nous avons fini par nous poser une question simple. L'opposition existe-t-elle encore dans votre pays? Bon, l'opposition républicaine existe, mais ce qui m'inquiète, face à l'opposition, face à Soumaïla Cissé, parce qu'il faut les nommer. Oui. J'ai dit à Soumaïla Cissé et à Tchéblé Dramé, les imams, ils ne peuvent pas remplacer la politique. Ah, les imams, j'ai dit à Dicko et à Soumaïla, je veux dire, parce que c'est la première force, que ce soit Soumaïla Cissé, qui est la première force politique d'opposition au Mali, l'imam ne peut pas remplacer la politique. Ça, on le dit face à face, on le dit. Ils ont tort. Si c'est eux qui les soutiennent, il faut qu'ils arrêtent. Parce que l'islam n'a jamais fait bon ménage avec la politique, ça on le dit. Bon, ceci étant dit, on passe celui-là.
Mais la politique, je pense que la politique, les opposants, ils sont là, les vrais opposants, ils sont là. Ils sont où? Pourquoi on ne les entend pas? Pourquoi on ne les voit pas? Et ce sont des chefs religieux qui mettent des Maliens dans les rues désormais. Au point où le président est obligé de recevoir l'imam Dicko pour qu'il puisse renoncer, entre parenthèses, à l'appel à la manifestation de vendredi. Bon, on va dire, ce n'est pas le chef d'État. C'est un autre imam qui a fait appel à Dicko, qui Dicko a accepté. Ça, c'est Haïdara qui a fait appel à Dicko, qui Dicko a accepté. Sinon, si c'est le président lui-même, il ne viendra pas. Ça, c'est un point négatif pour nous tous politiques. Nous tous politiques, y compris. Parce que la parole du politique, ça ne vaut plus rien dans tous les pays africains, même au Mali, en tout cas, je parle de mon pays. Ça ne vaut plus rien au Mali. Parce que la politique s'est transformée à une politique de marginalisation, d'achat de voix. Donc, ça fait que on n'est plus crédible aux yeux des gens. Donc, si un imam qui rentre dans un pays où les mosquées, où les églises sont remplies, ça veut dire que ces pays-là, ça ne va pas. Ça, on peut le dire. Si l'église, les mosquées sont remplies, ça veut dire qu'il y a le désespoir qui a gagné les rangs de la population. Et ça, nous, politiques, c'est notre rôle d'inverser cette situation, mais ce n'est pas en s'abritant derrière les imams. Ôtez-moi d'un doute avant qu'on ne continue cet entretien. Est-ce qu'il y a un péril religieux désormais dans votre pays? Oui, c'est incontestable. Incontestable. C'est incontestable, ça. Bon, si les imams ils disent sortez, il y a 100 000 personnes qui sortent. Si un politique il dit sortez, les gens ils demandent l'argent parce que c'est eux qui les ont habitués à ça. Ils ont caché la vérité aux gens. Et puis le mouvement démocratique a échoué depuis 1991. Les gens voient c'est les mêmes. C'est les mêmes personnes. Si ce ne sont pas eux, ce sont leurs fils. Si ce ne sont pas leurs fils, ce sont leurs femmes qui gèrent la chose. Avec tous les comportements négatifs qu'on peut avoir. Il y a tout ça. C'est ça qui décourage les gens qui n'écoutent plus, qui ne croient plus à la politique. Vous êtes le secrétaire général de l'Association des Maliens de Cergy-Pontoise, c'est ça, hein? Oui, tout à fait. Comment vos compatriotes de la diaspora malienne perçoivent ce qui se passe en ce moment dans votre pays? Très grave. On va dire, ça n'a pas changé hein, depuis que ce pouvoir est en place, depuis 2013. Les sentiments d'inquiétude de la diaspora n'ont pas bougé d'un iota. Les pessimistes ont gagné les camps même les fervents défenseurs du pouvoir actuel. Comment vous l'expliquez cela? On explique parce que par l'incompétence, avec tous les qualificatifs négatifs que ce pouvoir a accumulés depuis 2013, bon, c'est ça qui donne le désamour du gens de la diaspora vis-à-vis du pouvoir en place. On ne peut pas dire que votre pouvoir est échoué puisque le président vient d'être réélu. Voilà. Bon. Pourquoi ça vous fait rire? Ça me fait rire parce que on va dire, on a accepté ce que la Cour constitutionnelle a dit. On va dire comme ça. Vous pouvez répéter la phrase. On va dire, on a accepté ce que la Cour constitutionnelle a dit. Parce que moi, je suis légaliste. Je pense que l'homme que je suis est légaliste. Tout le monde sait que les élections ont été bâclées. Ils ont été bâclés, tripatouillés. Tout le monde l'a su. Au vieux dessus de tout le monde. Ils nous ont poussé à les faire. C'est dit l'Occident, j'ai dit la France. La France nous a poussé à faire l'élection. On n'était pas prêts. Les Mali n'étaient pas prêts. Mais il fallait les élections coûte à coûte pour avoir les subventions, les FMI, la Banque mondiale et tout ça. On est retombé. 8 mois après les élections, si tout allait bien, est-ce qu'il y aura 1 million de personnes dans la rue? Non. Vous continuez à dire le chiffre d'1 million, il n'y avait pas 1 million dans les rues. Il y avait plus. Les images que nous avons vues, il y avait moins. L'État de votre pays dit 60 000 personnes. On va en rester au chiffre officiel. On va rester là. 60 000, ça fait beaucoup quand même pour un vendredi soir. Pour un vendredi après-midi, 60 000, ça fait beaucoup. Vous trouvez que c'est inquiétant? C'est inquiétant parce que vu qu'on fait la politique, on approche les commerçants. J'ai un grand commerçant, il me dit mon chiffre d'affaires par jour, c'était 100 millions. Maintenant, je ne fais pas 2 millions. Lui, il est parti manifester. Il a plus de 70 ans. Donc, si on dit c'est 60 000, on va rester au chiffre officiel de 70 000. Quoi. Vous parliez des élections. Quand nous nous étions vus ici en juin 2018, un mois avant le scrutin présidentiel, je vous avais demandé si vous pensiez que l'élection présidentielle allait régler les problèmes auxquels votre pays était confronté. Visiblement, non. Non, parce que il y a un problème de gouvernance. Ce n'est pas le chef d'État, c'est un problème de gouvernance. L'homme qui est là, qui est Premier ministre, qui est actuellement Bouboui Mega, on dit qu'il est incompétent. Qui dit qu'il est incompétent? De toute façon, il n'a pas de majorité. Même dans la majorité, on a un député, on n'a même pas un député, on a des barons du parti qui l'ont désavoué, qui l'ont même demandé à ce qu'ils votent la motion de censure contre la propre Premier ministre. Parce qu'ils veulent sa place, c'est tout. C'est de la politique politicienne. Vous n'allez pas soutenir des coups de couteau dans le dos entre amis. Non, il n'y a pas de coups de couteau parce qu'ils l'ont appelé. Ils ont dit, viens, on va discuter. Ogosago, ça a été une catastrophe. Où étiez-vous?
il n'a pas voulu répondre à cet appel-là. Donc, ils ont dit non, si vous ne répondez pas à nos appels, on vous lance un défi. Donc, ils ont dit, nous allons vous voter une motion de censure. À mon avis, si les chefs d'État étaient un vrai chef d'État, quand les députés de la majorité disent à un Premier ministre, nous allons voter contre vous, ils devaient les démettre. Pourquoi ils le démettraient? On a déjà vu un Premier ministre menacé par une motion de censure soutenue par le président de la République parce qu'il est satisfait du travail que fait le Premier ministre. S'il est satisfait avec Ogosago, avec un village qui est décimé, s'il est satisfait avec les profs qui sont dans la rue depuis 3 mois, s'il est satisfait de ça, s'il est satisfait que l'économie malienne est patent, qu'il n'y a pas zéro investisseur, zéro touriste dans un pays, s'il est satisfait de ça, je lui souhaite bon courage. Le président n'est pas responsable non plus de l'insécurité généralisée. Il a hérité d'une situation qu'il essaye de régler. Vous êtes d'accord avec moi sur ça? En 2013, si vous m'aurez dit ça, en 2013, j'aurais dit oui. Mais on est 6 ans après. 6 ans après, ça n'a pas bougé, ça a aggravé. Au contraire, avec toutes les forces qu'on a, l'ONU, la France, l'Allemagne, Belgique, je m'arrête que là. Avec tout ça, lui, il n'arrive pas à trouver un bon monsieur qui peut diriger, qui fixe les caps. On est là pour le Mali. Si on est là pour le Mali, les vérités, on doit les dire. Les ressentis de la population, c'est l'incompétence et l'ignorance. Le mot le plus juste pour le président, c'est l'ignorance. Je pense qu'il ne connaît pas son peuple. S'il connaît son peuple, le Premier ministre n'allait pas passer du vendredi à dimanche, il serait démis. C'est ce qu'on souhaite. On dit, s'il pense au Mali, il veut laisser un nom pour ces pays-là, parce qu'il a échoué sur tous les plans. Sur tous les plans. Sécuritaire, social. Jamais, moi j'aurais pensé qu'il y aura ça de mon vivant, qu'un Pelé, un Dogon se tire dessus. Les cousinettes qu'il y a au Mali, nulle part ailleurs, on va chez son cousin, on dort comme on veut. On fait ce qu'on veut, on est chez soi. Mais si ils arrivent à s'entretuer, ça veut dire que quelque chose a échoué. Donc c'est pas la... Quelque chose a échoué, sans doute la faute des politiques qui ont toujours manipulé les uns contre les autres dans des intérêts inavoués. Oui, bon, après c'est au chef d'État de dire à tous les Maliens, moi je suis le garant de la justice, je suis le chef de vous tous, pas de différence. Mais en ce moment, on assiste à un truc de clanique. S'il y a un changement de gouvernement, si ce n'est pas un neveu, c'est un tonton, si ce n'est pas un tonton, c'est un cousin, c'est un beau-frère. Bon, c'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de frustration qui s'est accumulée au niveau de la population et ça met les pays en péril. Le président a dit que les auteurs d'Ogosago ne resteront pas impunis. Il l'a promis, il est allé sur les lieux. Et qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse d'autre? Bon, on peut dire qu'ils resteront impunis, mais il faut les trouver d'abord. Il n'a pas de chef de sécurité. Lui, il est en boîte de nuit tous les soirs. Mais il a démis ses généraux, non? Il a démis les généraux, parce que qui ne saute pas, quand on dit qui ne saute pas Ibeka, ce n'est pas les généraux, il démit les généraux, mais les colonels qui est en charge de la sécurité, qui est le gardien de la nation, lui, il peut aller en boîte de nuit tous les soirs avec son fils. C'est ça qui est dommage. Pendant qu'on assassine nos... De toute façon, à Bamako, on n'est même plus à sécurité à Bamako. Personne ne sort. C'est une ville morte. Pendant les soirées, le Bamako est une ville morte. Donc vous dites que la situation est telle qu'il faut tenter quelque chose. Il faut tenter quelque chose. Il faut tenter quoi, par exemple? J'ai entendu les religieux dire qu'il faut que le Premier ministre parte. Vous aussi, vous avez repris à peu près cette phrase-là. C'est une vraie aspiration ou vous en voulez à un homme? Non. Je pense que le problème de Ibeka, c'est Bouboué. Il a toujours su. Bouboué, il peut dire tout ce qu'il veut à Ibeka. Le problème de Ibeka, c'est Bouboué. Tout le monde le sait. Bouboué Maïga. Bouboué Maïga, tout le monde le sait. Le Premier ministre le Premier ministre actuel. Si on enlève Bouboué, les religieux, je pense que si on met quelqu'un de consensuel qui peut nous dire, moi je fixe un cap, on a critiqué, mais moi voici ma ligne, je veux que les pays marchent comme ça, pendant 6-7 mois, et puis on en discutera. Je pense que si il choisit cet homme-là, et les pays s'en révélera. Est-ce qu'il y a encore un de ces hommes dont vous parlez au Mali capable? On a déjà vu plusieurs premiers ministres succéder à la tête du pays aux côtés du président Ibrahim Boubacar Keïta. Qu'est-ce qui ferait que ce fameux homme providentiel pourrait changer quelque chose? Oui, d'abord, on propose le dialogue national. On parle. On asseye sur une table, tout le monde s'asseye sur une table, on discute du pays, de l'avenir du pays. On peut prendre 2 ans, 3 ans pour un pays, c'est rien. On choisit. Moi, je pense que ce sera l'homme que moi je suis, qui est l'homme qui est... On va dire, tout le monde dit sa probité. Tout le monde. Il n'y a pas une journée. Si moi, je suis dans la rue de Bamako, je rentre dans un taxi, il n'y a pas un taximan qui me dit, ton candidat, c'est le meilleur. Même s'il ne le savent pas. Il dit, au moins, lui, il n'est pas de gauche ou de droite. Il veut le Mali. C'est le dialogue national qui va désigner les premiers ministres. À ce moment-là, je pense que ce premier ministre sera un premier ministre consensuel. Et tous les pays le suivront parce que
parce que c'est tous les pays qui avaient décidé avant que lui soit Premier ministre. Après ça, on peut parler du reste après. Qu'est-ce que vous êtes en train de me vendre comme idée ce soir sur ce plateau? Vous êtes en train de m'expliquer que Modibo Sidibé, puisque vous n'osez pas dire son nom, et je vais le dire à votre place, Modibo Sidibé pourrait être le candidat idéal, le Premier ministre idéal, choisi par consensus à l'issue d'une conférence nationale que votre pays organisera sur les maux que traverse le Mali en ce moment. Exactement. Je vais le dire, mais je pense qu'il est l'homme de la situation. Pourquoi, lui, pourquoi pas le chef de file de l'opposition? Pourquoi pas Thiébile Dramé, par exemple? J'ai dit, pourquoi j'ai dit il faut que ça soit consensuel. Oui. Tous les gens qui amènent... parce que si, par hasard, on mettait Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition, tout le monde va penser à la présidentielle tout de suite. Donc ça, il faut l'éviter. Là où est le pays, parce qu'on dit les temps jouent contre le Mali, les temps jouent contre le Sahel. Nous sommes en train de perdre le Sahel sûrement et doucement et sûrement. Donc pour ne pas les perdre définitivement, il va falloir qu'on s'asseye, on discute. Je pense qu'il est bon. Il est bon dessus parce que c'était un grand commis de l'État. Là où il est passé, il a laissé ses empreintes dessus. Voilà. Donc je pense que lui, c'est pas parce que c'est mon candidat, je pense que si je le soutiens pour le pays. Il n'y a pas d'intérêt particulier, je le soutiens pour le pays. Et c'est l'homme qu'il nous faut maintenant parce qu'il fait le consensus partout. Il n'a pas d'histoire avec Soumaïla, il n'a pas d'histoire avec Ibeka, il n'a pas d'histoire avec Boubé non plus. Même si moi je trouve que Boubé est incompétent, tout le monde le sait et sûr, connu de tout le monde. Donc lui, il n'a pas d'histoire avec lui. Il a toujours toléré les gens, mais il a toujours marché dans la droiture. Bon, on a besoin d'un homme droit qui a de l'expérience parce que si on amène un Thiébile Dramé ou un truc là, ça va amener beaucoup de crispations. Là où on est, on n'a pas besoin de crispation, vraiment. Vous dites qu'il vaut mieux un homme qui sache arrondir les angles à droite, à gauche, que d'un homme comme Thiébile Dramé qu'on pourrait présenter comme un peu plus radical, c'est ça? C'est ça, même si moi je le connais personnellement, il n'est pas radical, c'est un homme de droit, il veut qu'on respecte les droits pour les pays. Mais j'ai dit, si Thiébile vient, ça va amener une crispation au niveau du pouvoir. Après celui-là, on pourra décider des réformes de la Constitution et vous avez vu que le président est en train d'accélérer la cadence pour la Constitution. Il ne peut pas l'accélérer. Pourquoi il ne peut pas l'accélérer? C'est lui qui a été élu par le peuple. Exact. Bon, le peuple est devant lui parce que la réforme de la Constitution ne peut pas avoir lieu tant qu'il ne nous a pas dit qu'est-ce qui est dans l'accord d'Alger. Il faut qu'il nous explique. Il faut qu'il nous explique article 1, article 2. Tout le monde connaît l'accord d'Alger, non? Non, tout le monde ne connaît pas. Dans l'article, il est dit dans cet article-là comme quoi 45% des ressources qui se trouvent au nord restera au nord aux séparatistes. 45%. Donc les 10%, les 40% iront aux investisseurs et les 10% reviendront à l'État malien. Donc pour 12 000 personnes, on leur donne 45% des ressources du Nord et 10% à 30 à 20 millions d'habitants. C'est invotable. Il va même pas, j'ai dit au président de la République, au lieu qu'il fait ces fanfaronnades-là, il appelle les gens, il met les trucs, il nous explique qu'est-ce qu'il y a dans l'accord d'Alger. Comme ça, en ce moment, les experts, on va les poser la question, qu'est-ce qu'il y a dedans? Expliquez-nous qu'est-ce qu'il y a dans l'accord, après on en débattra. Parce que cette constitution-là, ça ne sera pas voté au Mali. Pourquoi ça ne sera pas voté au Mali? Si c'est voté au Mali, ça sera, on va dire, le Mali sera divisé en 4 et en 5. Pourquoi? Parce que personne ne va accepter celui-là. Qu'il y a 12 000 personnes, dans le nord, tout Bamako-Kassé, c'est 12 000 personnes. Sous les 12 000, il y a 5 000 qui sont contre le Mali. Donc, sous les 5 000, on les donne 40% des ressources qui se trouvent au nord. 10 fois la France. Quel pays va accepter celui-là? Quel pays? Il n'y a même pas besoin du Mali. Quel pays va accepter celui-là? Parce qu'ils sont en train de... Vous êtes encore dans une théorie complotiste, non, là, jamais, non? Non, jamais. Parce qu'il faut être réaliste, c'est écrit noir sur blanc. Tout ce qui est écrit noir sur blanc, c'est ça qui est dit et c'est ce qui sera fait, c'est ce qui sera appliqué. Bon, nous disons non, nous ne votons pas cet accord-là. À ce rythme-là, finalement, on commence à désespérer pour votre pays. On commence à se demander si François Hollande a bien eu raison, il y a 6 ans, d'envoyer les troupes françaises au Mali et arrêter l'attaque djihadiste. Bon, et il a eu raison parce qu'il ne faut pas être ingrat, il a eu raison. Je l'ai eu, on s'est vu avec François Hollande, on a un peu discuté, on a un peu échangé. Il a eu raison de le faire, mais dans tout issue des guerres, il faut la politique.
Les armes ne suffiront pas. Les armes ne suffiront pas. Il fallait la politique. En ce moment, je pense qu'ils ont un peu failli sur la politique. Mais on peut rattraper encore. On peut rattraper. C'est pas trop tard. On peut rattraper et dire que la France est un pays ami du Mali. Ça, c'est indéniable parce que quoi qu'il arrive, c'est un pays ami, c'est un pays frère. À peu près, on a 2 millions, 3 millions de Maliens qui résident en France ici. Bon, même s'il n'y a pas autant de Français au Mali, mais on est nombreux quand même ici. Ce ne sont pas nos ennemis. On ne peut plus se faire la guerre. Oui. Bon, peut-être à un moment, ils ont trop visé leur intérêt. Nous, maintenant, nous avons compris notre intérêt. Nous allons la défendre mieux. Et sans ces chamailles. C'est quoi l'intérêt du Mali? L'intérêt du Mali est que le Mali reste un et indivisible. Et que nous-mêmes, nous Maliens, nous, peuple malien, nous décidons de notre avenir sans l'accord de qui que ce soit. On va rassembler nos idées. On arrive malheureusement au terme de cet entretien. Ce que j'aimerais que nos téléspectateurs retiennent ce soir, c'est que vous dites que le temps est en train de jouer contre votre pays, et non seulement le Mali, mais aussi le Sahel, et qu'il est important de convoquer une conférence nationale. Mais qui devrait convoquer cette conférence nationale? C'est au président de la République. Au lieu de convoquer les experts, nommer des experts, oui. Il devait commencer par ça. Commencer par ça, par le dialogue national. Parce qu'à l'heure actuelle, ce que j'ai dit, les premiers ministres actuels ne peuvent pas allumer une cigarette, sinon ça se transforme en bombe. Donc pourquoi risquer? Pourquoi risquer? Je demande au président de revenir à la raison, de penser au pays, de ne pas penser à son orgueil, de penser au pays et de convoquer cette conférence nationale. On discutera tous ensemble, table rase, on fera table rase sur tout. Et puis on débattra de tout, de tout. Ensuite, à l'issue de cette conférence nationale, il y aura un premier ministre de consensus qui aura voté, qui va tenir la parole, l'engagement du Mali qu'on a tenu auprès des bailleurs ou bien des, je ne sais pas, je sais d'où. Et comme ça, après celui-là, lui, il va organiser d'abord avant les élections législatives, la réforme constitutionnelle, il faut changer la Constitution. Oui. Donc, lui va réformer la Constitution. Ensuite, à l'issue de ça, on organisera les élections législatives qui seront à peu près correctes. Il faut que ce soit correct. On ne dit pas que ce soit mieux ou que ce soit transparent à 1000%, mais il faut déjà que ce soit correct. Si c'est déjà correct et acceptable par tous les peuples maliens, je pense que ce sera un bon issue pour tout le monde. Ces législatives, est-ce qu'on va les voir sous Ibeka dans ce deuxième mandat? Oui, j'ai dit, pour un pays, et que la mandature des législateurs soit renouvelée 2 ou 3 fois, il fasse 2 ans de plus, pour moi, pour un pays, c'est pas trop méchant. L'essentiel est qu'à l'issue du dialogue national, qu'on trouve un bon tempo et puis qu'on avance pour le pays. Mais s'il organise d'ici la fin de son mandat, ça sera très très bien. Et s'il n'y a pas de dialogue national, et si Modibo Sidibé n'est pas nommé finalement à la primature et que Boubaye Maïga a toujours la confiance du président, vous pensez que votre pays irait mal? Il irait très très mal. Lui, il le sait, tout le monde le sait. Il irait très très mal. On attend déjà ce vendredi-là comment ça va se passer. Parce que si c'est pas ce vendredi, ça sera le vendredi prochain. C'est lui qui risque sa place. Nous, le peuple malien ne bougera pas. Le peuple est souverain. Le peuple lui dit non. Si le peuple lui dit non, c'est à lui de l'obéir aussi. Si des fois, s'il applique, on obéit. Ils nous ont interdit de manifester partout au Mali. Pendant 8 mois, personne n'a manifesté, personne n'a rien fait. Mais ils ont failli dans tout. Ils ont failli dans tout. Rien ne marche. Il y a eu des assassinats ciblés, non ciblés, on ne peut pas citer les gens, mais il y a eu trop de dégâts. Sous les règnes de Boubaye, quoi qu'il arrive, il est comptable de son bilan. Ogo Sago, dans un pays sérieux, le lendemain, lui, il devait démissionner. S'il ne démissionnait pas, le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur devait démissionner. Plus le chef du service de renseignement, qui est un DJ, qui est maintenant un DJ, qui est MC DJ, maintenant qui est un chef de renseignement. Vous ne l'aimez pas beaucoup, le chef des services de renseignement dans votre pays? Non, ce n'est pas que je ne l'aime pas. Il y a des comportements qui sont intolérables. Quand on surveille un pays, quand il y a d'autres gens qui viennent vous aider, il y a des comportements qu'on ne doit pas faire. Aussi, que ce soit privé ou pas. C'est des rumeurs, ça, non? Ce n'est pas des rumeurs. La vidéo circule, tout le monde l'a vu. La vidéo circule. Il y a eu 300 000 € de dépensés ces jours-là. Les professeurs, ils sont en grève là depuis 3 mois. Ils gagnent combien par mois? Ils gagnent 60 €. Ils gagnent 60 €. Et 60 € là, les 3 mois, ils n'arrivent pas à les payer. Il y a un homme qui va dépenser 300 000 € et il y a 60 € qu'il ne peut pas payer à tous les profs du Mali. Ce n'est pas logique, et ce n'est pas normal, ce n'est pas acceptable. Monsieur Dembélé, vous racolez un peu à droite, à gauche les informations qu'il y a sur les réseaux sociaux, les fake news. Vous accusez le chef de service de renseignement. Non, je ne l'accuse pas. J'ai dit les faits, c'est les faits. Il n'a pas nié, à ce que je sache. Il était là, les vidéos, ce n'est pas moi qui les tourné, c'est les gens de son clan qui l'ont tourné. Bon, ça c'est une guerre entre eux. Nous, on s'en fout. Mais ça, c'est leur problème. Mais ce que j'ai dit, c'est que intolérable. Dans un pays où on est en guerre, un chef de service de renseignement ne doit pas avoir ce comportement-là.
Tahirou Dembélé, merci. Merci à vous. Secrétaire général de l'Association des Maliens de Cergy-Pontoise et environ, vous êtes membre du reste du nouveau pôle politique. Vous soutenez surtout Modibo Sidibé ce soir dans la crise que traverse votre pays après Ogossagou. Vous êtes venu me dire qu'il faut que le Mali change de cap désormais pour que le pays puisse au moins rattraper quelque chose parce que vous êtes en train de perdre tout sur le Sahel. Le pays perd aussi du temps et le temps joue contre le Mali. Merci infiniment d'être venu. Merci à vous, Ahmed. Merci à vous. Vraiment. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes. Évidemment, sur Télésud, on se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien. À demain.